Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire aujourd'hui l'un de mes exercices favoris, à savoir une analyse sectorielle. On va parler ici du secteur du pétrole. OK? Donc, euh, vous avez vu, j'ai fait une vidéo concernant, comment elle s'appelle encore, Total Energy dernièrement, où c'est une petite note d'analyse sur la compagnie. C'est la deuxième sur cette entreprise-là. J'ai également mentionné qu'on va avoir tendance à la suivre au fil du temps. Donc, généralement, on reviendra chaque 3 mois ici pour voir à peu près l'évolution des choses au-delà des chiffres et également en prenant en considération les chiffres. Comme je le dis toujours ici, le quantitatif, c'est 50% du travail et le qualitatif, c'est l'autre, le 50% restant. Et ce qui vous aide à tenir ici à long terme, c'est la connaissance de vos différents business. Et quand on parle ici de la connaissance des différents business, il est important également de lire sur les concurrents afin de pouvoir avoir une idée générale du secteur d'activité. Il y a certaines entreprises également, comme par exemple, je prends l'exemple de AXA, qui peut vous donner une idée, qui vous donne généralement ici des informations par rapport au secteur d'activité. Enfin, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Je pense que d'autres compagnies le font également directement. Mais ici, pour les entreprises pétrolières, vous n'avez pas le choix que de lire sur les différentes entités. OK, la vue est essentiellement ici nord-américaine. Comme je dis toujours, moi j'ai un intéressement à ce niveau-là. D'accord, je rappelle toujours aux gens que je ne suis pas français, je suis au Canada, donc techniquement, je suis plus proche ici des États-Unis et les entreprises nord-américaines, généralement, m'intéressent que ce soit les Canadiennes aussi bien les Canadiennes que les Américaines. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur le secteur d'activité en date d'aujourd'hui après la lecture ici des différents rapports financiers sur les différentes entreprises-là? Donc, je rappelle ici que c'est un condensé de plusieurs lectures, d'accord? Et je vous demande toujours d'aller vérifier vous-même ces informations-là, OK? Donc, on y va. Je rappelle également, enfin, j'ai rappelé beaucoup de choses. J'envoie généralement ceci dans la top newsletter, d'accord, que vous pouvez retrouver ici en description dans la vidéo. Donc, dans la top newsletter, là, vous recevez généralement ici des analyses sectorielles. Donc, c'est uniquement des analyses sectorielles. Ça peut être sur le pétrole, ça peut être sur la restauration, ça peut être ici sur les énergies renouvelables, la cybersécurité. Donc, quand je planche sur un sujet ici, si j'ai quelque chose à dire, je vais à peu près le mettre ici sur la top newsletter par rapport à une industrie en particulier. Comme je le dis toujours ici, c'est important de connaître à peu près ce qui se passe dans le secteur, d'accord, avant même d'y investir. OK? Donc, c'est également pour piquer vos propres curiosités. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas, vous avez la note d'analyse, et les notes d'analyse ainsi que la watchlist gratuitement jusqu'au 29 du mois de février, basée sur la lecture des rapports financiers, justement, qui découlent parfois également de cette top newsletter-ci, d'accord? Donc, comme présentement, j'ai lu à peu près sur le secteur du pétrole. Et voilà, ça pourrait être, s'il y a des entreprises intéressantes, je pourrais les mentionner ici. Mais bon, je ne vais pas avoir mentionné quoi que ce soit parce que ce n'est pas un secteur que j'aime bien. C'est pas que c'est un mauvais secteur d'activité, mais voilà, je suis juste comme ça, ok? Mais ça ne me dérange pas de donner l'information ici, d'accord? Et n'oubliez pas également que vous avez les 3 formations ici, à savoir analyser une banque, lire un rapport financier et celle concernant les rates à ce niveau-ci. Bref, on va revenir directement au niveau de notre analyse sectorielle. Alors, parlons de la situation financière à court terme. Donc, ici, je remarque que si nous avons une situation financière à court terme, une situation financière prudente à court terme, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant la majeure partie de l'année, donc 2023, le pétrole brut s'est négocié dans une fourchette assez étroite entre 70 et 80 dollars le baril. En conséquence, les marges de raffinage se sont quelque peu contractées, ce qui s'est traduit par des résultats plus faibles. Et je rappelle ici que la plupart des entreprises qu'on va mentionner ici sont soit des raffineurs, soit des entreprises verticalement intégrées, soit des entreprises qu'on appelle généralement verticalement intégrées, comme ou major, comme Total Energy, Exxon, etc., BP, Shell, etc. Parallèlement, les volumes de production ont été très inégaux au sein du secteur, les cessions d'actifs et la maintenance des infrastructures ayant perturbé les activités de certaines d'entre elles. Et vous pouvez vérifier ici que quand on a par exemple ici les usines des raffineurs, par exemple, parfois on arrête la raffinerie pendant un certain moment pour faire la maintenance. Donc ça peut avoir un impact sur les rapports, sur les résultats financiers de certaines de ces compagnies-là. D'accord? Donc c'est c'est la nature même de ce business-là. D'accord? Donc, la maintenance des infrastructures ayant perturbé les activités de certaines d'entre elles. Donc, de plus, quelques entreprises, à savoir BP et Shell, ont également enregistré des charges considérables de dépréciation d'actifs et des dépenses d'amortissement, excusez-moi, élevées au cours de la dernière partie de l'année 2023, bien qu'il s'agisse probablement d'éléments ponctuels selon moi. Et c'est très commun dans ce secteur d'activité. Vu qu'elles ont tendance à faire des acquisitions, elles ont tendance également ici à déprécier certains actifs, soit que ça peut être des actifs tangibles ou intangibles. Donc, toujours aller vérifier quelle est la nature des actifs qu'on a dépréciés présentement. D'accord? Donc,
Bien que les perspectives d'amélioration du contexte macroéconomique ainsi que de la consommation d'énergie chez les consommateurs soient satisfaisantes, les perspectives à court terme sont encore un peu floues car l'inflation n'a pas encore ralenti de façon continue. Dans l'ensemble, les prévisions financières pour de nombreuses entreprises du secteur prévoient un recul modéré cette année, tant au niveau du chiffre d'affaires qu'au niveau des résultats. Comme je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, allez vous-même vérifier. Prenez vos majeures favorites ici et allez lire les rapports financiers, essayez de voir si on tire les mêmes conclusions. Donc, en ce qui concerne ici les rendements, ils sont clairement élevés pour les actionnaires, notamment parce que après plusieurs années de bénéfices solides et de flux de trésorerie disponibles abondants, de nombreuses entreprises du secteur restituent agressivement du capital à leurs actionnaires, à la fois sous la forme de rachat d'actions et de distribution ici de dividendes. J'aurais pu rajouter également ici en remboursant de la dette. Enfin, techniquement, ce n'est pas un retour aux actionnaires ici, mais ça impacte ici le shareholder yield. On va le voir tantôt tout à l'heure. Ainsi, le raffineur américain PBF Energy a récemment augmenté son dividende trimestriel de 25%. Attention, PBF Energy, ce n'est pas une entreprise extraordinaire, d'accord? Donc, pour ceux qui vont avoir tendance à prendre uniquement l'information concernant les dividendes ici, je vous donnerai même mon avis sur le secteur pétrolier. C'est très comment il faut privilégier les entreprises qui versent des dividendes stables et croissants dans le temps. Je dis bien stable et croissant dans le temps. D'accord? Donc, celles qui ont tendance à couper complètement le dividende ici, il faut toujours aller vérifier quelle était la raison derrière. Comme par exemple, on peut le voir ici avec, je ne dis pas que Total, c'est le cas de Total Energy, mais si je prends le cas de Total Energy, vous allez voir que le dividende, dans le temps, il a tendance à être plus ou moins stable. Il faut toujours, et ça ce sont les free cash flow que je regarde ici. Les free cash flow peuvent être impactés ici par le BFR ou bien également par les dépenses en capital. Et vous remarquez ici qu'on n'a plus de grosses dépenses en capital depuis à peu près 2017. D'accord. Vous voyez également que le prix du baril ici de pétrole, et quand je parle de baril de pétrole, ça va également avec le gaz ici. Le prix a littéralement augmenté sur les dernières périodes. Donc, Total Energy aura tendance à gagner beaucoup plus d'argent depuis plusieurs années ici. Donc, quand on regarde à peu près ce dividende-là, il a l'air plutôt stable. Ils ne l'ont jamais coupé. Ils l'ont parfois réduit ici. Si vous vous souvenez, en 2020 ici, quand on parlait ici du pétrole pour les futurs à un prix négatif ici, je pense que Total Energy a dû réduire le dividende à ce niveau-là. En tout cas, il faudrait toujours aller vérifier, parce qu'on parle de 2020, fin 2019 par là, il faut toujours aller vérifier ça. Et en tant que compagnie européenne, je pense que c'est par rapport aux bénéfices de l'année précédente ici qu'on initie le dividende pour l'année suivante. Donc les bénéfices de 2023, on va les distribuer en 2024. Je pense bien que c'est le cas pour Total Energy, non? Donc si on prend l'exemple ici de ExxonMobil, par exemple, vous allez remarquer que ExxonMobil a des bénéfices nets, a des dividendes ici de plus en plus stables dans le temps. Ce sont des entités qui vont avoir tendance à se négocier à des multiples de valorisation très peu élevés, notamment entre 15 et 10 fois les bénéfices par là, tout simplement parce que c'est très cyclique. Donc, il faut généralement normaliser les résultats. Donc, quand je normalise ces résultats, ce n'est pas les résultats actuels qui m'intéressent, mais surtout la moyenne sur les dernières années. Il faut également voir si les réserves ont augmenté, si les coûts de production sont à peu près les mêmes. Donc, revenons sur notre analyse sectorielle ici. Donc, le raffineur américain PBF Energy a récemment augmenté son dividende trimestriel de 25%, de même que Murphy Oil Corporation a également augmenté de manière significative sa distribution trimestrielle. Par ailleurs, Marathon Petroleum, qui offre également un rendement intéressant au niveau actuel, consacre du capital au rachat d'actions. Et vous allez voir ici, par exemple, pour Marathon Petroleum ici, MPC, si vous prenez juste ici le dividende, vous allez vous dire que le dividende de 1,49%, c'est rien du tout. Mais attention, vous remarquez, c'est que le shareholder yield est de 19%. Qu'est-ce que le shareholder yield? C'est simple. Quand on combine ici le montant versé pour le dividende, le montant utilisé pour le rachat d'actions et le montant utilisé ici pour rembourser la dette, si on l'avait pris en considération, si on avait uniquement réservé la somme de ces différents éléments-là pour uniquement payer le dividende, les actionnaires auraient eu des rendements de 19%. Enfin, si on le met annuellement ici, non, je ne peux pas le mettre annuellement ici, disons, on aurait pu eu des rendements ici de 19% par rapport au prix actuel. Donc, ça dépend également parfois de la capitalisation boursière. Donc, si la capitalisation boursière a tendance à augmenter, si la capitalisation boursière ici a tendance ici à augmenter, on aura tendance à avoir un chiffre de moins en moins élevé. Comme vous pouvez le voir ici, quand le prix de l'action augmente, ça veut dire que la capitalisation boursière augmente. Donc, on va mettre ici Market Capitalization. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, tu remarques ici que le prix de la capitalisation, la capitalisation boursière augmente ici.
D'accord? Et tu vas voir que le ratio diminue. Le ratio également peut diminuer parce qu'on alloue de moins en moins de capital au rachat d'actions. Donc, faites attention ici. C'est surtout la moyenne qui m'intéresse sur une courte période de temps. OK? Donc, généralement, ici, prenez les 2 ou les 3 dernières années ici. Donc, on peut voir ici qu'on a à peu près, depuis 2021, on a à peu près aux alentours de 19%. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle généralement le share holding. Ça fait également partie de la distribution, pas juste le dividende. Donc, on revient ici. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'entreprise a racheté des actions ici à des prix intéressants? Et pour ça, normaliser les résultats et essayer de vérifier ici à des multiples de 15 et 10 fois les bénéfices si on a quelque chose d'assez intéressant. Donc, on revient sur notre analyse. Alors, Imperial Oil, BP, Total Energy également récompensent leurs actionnaires. On a parlé de Total Energy dernièrement, donc je pense que vous connaissez énormément Total Energy, d'accord? Donc, vous pouvez voir ici qu'elle a racheté des actions. On a parlé du share oil, etc. Donc, toutes les compagnies pétrolières le font. En ce qui concerne ici les acquisitions, parce qu'il y a énormément d'acquisitions, et c'est très commun dans ce secteur d'activité, et je vais vous dire une chose, quand on parle d'acquisition dans ce secteur d'activité, posez-vous toujours la question de savoir comment est structurée ici l'acquisition en question. Est-ce que on fait l'acquisition ici en émettant de nouvelles actions? Est-ce qu'on fait l'acquisition ici est-ce qu'on paye uniquement en actions? Est-ce qu'on paye en cash? OK? Ou la combinaison des deux. Vu que c'est généralement des price takers, si les actions ici, le prix actuel de ces actions-là est à un niveau assez élevé, il est toujours assez intéressant d'utiliser ces actions comme monnaie d'échange. OK? Faites attention. Donc, moi, j'aime bien ici quand une compagnie pétrolière fait des acquisitions en émettant de nouvelles actions. Ça ne me dérange pas. OK? Ce qui m'intéresse plutôt, c'est quel type d'actifs on a présentement, quels seront les coûts de production à ce niveau-là et où est-ce qu'on va pouvoir tirer des synergies positives, bien sûr. Donc, premièrement, le rachat de Pioneer Ressources par ExxonMobil pour près de 60 milliards en actions, je l'ai mentionné, ça m'intéresse bien en actions. Donc, je vais juste mettre entre parenthèses, revenir à ce niveau-ci pour qu'on puisse voir quel est le niveau d'ExxonMobil en date d'aujourd'hui. Nous avons ce niveau-ci et on a payé plutôt en actions. Donc, on a à peu près payé pour $100 ici. OK, en émettant de nouvelles actions, on les a peut-être émis à ce niveau-ci, ce qui ne me dérange pas du tout. OK, ça permet de préserver le cash ici. Tout va dépendre ici de l'entreprise ici qu'on a rachetée. Donc, enfin, la qualité au niveau des champs pétroliers ou bien gaziers ici. D'accord? Donc, la qualité des actifs qu'on a rachetés. Donc, il faut toujours plonger le nez dessus. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt précédemment. Alors, premièrement, le rachat de Pioneer Ressources par ExxonMobil pour près de 60 milliards de dollars en actions qui permettrait à l'entreprise d'intensifier ses activités dans le Permian Basin est toujours en bonne voie pour être conclu au deuxième trimestre de l'année 2024. Le Permian Basin, on en a parlé généralement quand je parlais de Texas Pacific Land Corporation. On a fait une vidéo dessus. Vous allez remarquer que c'est une compagnie ici qui détient des terres et sur lesquelles on a tendance à exploiter du pétrole et elle récolte ici des royalties. Ok, donc si vous voulez investir sur le segment, sur le pétrole ici, vous avez une alternative et elle est moins cyclique qu'une pétrolière classique ici. Donc on remarque ici qu'elle est localisée au Texas. Généralement ici, la raison ici du Permian Basin, c'est parfois à ce niveau-là. Et soyez un tout petit peu curieux, allez-y également regarder. J'espère que je ne me trompe pas par rapport à la région. Donc voilà. Mais vérifiez toujours. Donc, deuxièmement, la méga opération de Chevron Corporation visant à acquérir S Corporation pour environ 53 milliards de dollars en actions ne se déroule pas aussi bien que prévu. Pourquoi ? L'opération devait s'achever, donc j'aurais dû modifier ça ici, devait s'achever au cours du premier semestre de cette année, mais 2 requêtes de la Federal Trade Commission, dont la FTC, pour obtenir des documents relatifs à la fusion ont soulevé quelques questions. Attention, cela dit, les requêtes ne sont pas rares pour des opérations de cette ampleur et pour l'instant, l'acquisition est toujours sur la bonne voie. Si vous regardez à peu près les majors aujourd'hui, vous allez voir que c'est une succession d'acquisitions qui permet d'avoir le Exxon d'aujourd'hui. Avant, c'était Exxon, Mobil et Exxon. Exxon était une compagnie à part et Mobil également était une compagnie à part. D'accord? Donc, on a la fusion des deux ici. Et vous allez voir que la plupart des majors qu'on a ici aujourd'hui, comme par exemple Chevron, vous allez voir que c'est une succession ici de plusieurs acquisitions. Donc, par ailleurs, HF Sinclair a finalisé le rachat des parts restantes de Holly Energy Partners dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 1,44 milliard de dollars et détenait déjà des parts de cette compagnie-là. Okay? Donc, vous allez voir ici que
c'est parfois ici une entité on a juste spin-off ici pour financer ici nos activités, ça existe. C'est pour ça que c'est très commun également dans ce secteur d'activité. Surtout également, parfois certaines de ces entreprises-là, les C-Corp créent des MLP Corp ici. Enfin, on ne peut pas dire ici MLP Corporation. Des C-Corp créent ici des Master Limited Partnership qui sont à peu près ici l'équivalent ici des compagnies, des rates classiques ici. Donc, elles ont l'obligation de verser près de 90% de ce qu'elles gagnent ici en dividendes, en termes de bénéfices nets, bien sûr. Donc, mais au fur et à mesure que le temps passe ici, une fois que les dépenses en capital sont de moins en moins élevées, elles ont tendance à fusionner. D'accord, je parle notamment ici d'énergie de transfert ou bien EPD ici, qui vont avoir tendance à se transformer en C Corporation. Donc, je ne sais pas si ça a déjà été le cas. Vous avez également vu ici que on avait une Magellan Midstream, je pense bien, qui a fusionné avec OneOK. Donc maintenant, OneOK étant une C-Corp, donc maintenant ici, pour ceux qui avaient tendance à investir au niveau des midstream ici, ça peut être intéressant d'aller regarder du OneOK. En tout cas, j'ai un œil dessus. Je n'ai pas encore plongé dans les rapports financiers, mais j'aimais bien la compagnie qu'on appelait MMP à l'époque. Je ne sais même pas si elle est encore cotée en date d'aujourd'hui. Oui, Magellan Midstream. Donc Magellan Midstream, c'est une master limited partnership. Ok, vous avez vu ici qu'avec IBKR, vous ne pouvez pas racheter des MLP ici, voilà, notamment par rapport ici. C'est très compliqué en termes de taxation ici. Mais une fois qu'on se met dans une C Corporation comme One, ok, ça devient de plus en plus facile. Ok, enfin, pour dire, ça devient facile pour vous de rentrer dans ce secteur d'activité-là. Ça devient moins compliqué, moins complexe. Et OneOK est une entreprise intéressante à aller regarder parce que c'est surtout l'infrastructure qu'il faut regarder ici et garder un œil sur les coûts les dépenses en capital de maintenance. Je dis bien maintenance. OK? Vous avez cette compagnie ici, OneOK. On peut également parler de celle-ci qu'on appelle Cheniere Énergie. Allez-y, regardez Cheniere Énergie. Concentrez-vous sur l'infrastructure. Ne regardez pas son passif. C'est une entreprise qui est très bien positionnée ici aujourd'hui, surtout pour le futur. Allez-y, plongez. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Notamment ici, le gaz naturel liquéfié ici. Donc, la concurrence, elle a un pricing. Elle a un avantage concurrentiel. Vous pouvez également, il y a également ET, Énergie Transfert. C'est une Master Limited Partnership. Mais je pense qu'elle va avoir tendance à fusionner avec EPD, si je ne me trompe pas. Je pense que les deux sont... Bref, il faut aller vérifier. C'est Enterprise Product Partner. Alors, revenons ici sur notre analyse des secteurs. On va juste terminer ça. Comme vous avez remarqué, je bavarde beaucoup, mais j'essaie de donner le maximum d'informations possible. Donc, il n'est pas exclu ici qu'on remarque qu'on voit de plus en plus des acquisitions dans ce secteur d'activité et c'est tout bénéfice. Ce qui doit nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on paye pour ces acquisitions-là. Moi, j'aimerais bien que tant que les prix des actions s'y sont élevés, tant qu'on a des prix des actions élevés ici, en normalisant les résultats, bien sûr, il faut toujours aller vérifier si les acquisitions, si le prix, en émettant de nouvelles actions, c'est bénéfique pour nous. Moi, je pense que Exxon a bien fait, Chevron également a bien fait de payer en actions. OK? Mais ça, c'est mon avis. Il faut également vous devez également avoir le vôtre, donc à savoir lisez vos rapports financiers. Donc enfin, Occidental Petroleum, que vous aimez beaucoup, que Warren Buffett aime beaucoup, a récemment annoncé son intention d'acheter Crown Rock LP, un producteur de pétrole et de gaz dans le Permian Basin encore. Donc l'opération devrait être évaluée à environ 12 milliards de dollars. Alors, en ce qui concerne ici les énergies alternatives, parce que tout le monde s'en va à ce niveau, enfin, c'est une hype dans ce secteur d'activité, tout le monde sait bien de le faire. Maintenant, si vous me posez la question à savoir, est-ce qu'elles vont gagner de l'argent dessus, je n'en sais rien du tout. Pour le moment, c'est en termes de prévision. Et vous avez remarqué ici que toutes les compagnies pétrolières ici n'ont pas le même avis. D'accord? Donc, si certaines entreprises, notamment Shell, sont récemment revenues sur leurs projets initiaux d'investissement massif dans le développement d'activités liées aux énergies propres, l'investissement en capital en général dans l'arène des énergies alternatives continue de s'intensifier. Et c'est une bonne chose pour les entités pour les entités qui vendent des produits dans ce secteur d'activité-là. OK? Donc, ça peut être une bonne information. Donc, ExxonMobil, Total Energy et BP continuent de diversifier leurs activités en augmentant leurs dépenses dans les domaines des énergies renouvelables, du solaire et de l'éolienne, de l'infrastructure pour les véhicules électriques et de la réduction des émissions de carbone afin de transformer leurs entreprises en géants de l'énergie polyvalents et intégrés. Et j'ai également un avis particulier sur ces éléments-ci. En fait, c'est des business un peu différents. Et je me demande si on n'est pas en train de s'éparpiller un tout petit peu. Enfin, elle pourrait réussir à gérer tout cela, mais je veux dire, pétrole, gaz, on sait à peu près comment ça fonctionne. Mais maintenant, si on va dans le solaire, l'éolienne, l'infrastructure pour voitures électriques,
Peut-être que ces entités-là, à long terme, auront tendance ici à spin-off ces éléments et à garder les participations uniquement afin que les managements respectifs puissent se concentrer sur le développement de ces entités-là. Je pense que c'est... Enfin, je pense toujours mes choses à côté, hein, comme d'habitude ici, quand je dis souvent mes choses, personne ne m'écoute, mais c'est l'avis que j'ai, d'accord? Et je ne vous demande pas d'avoir le même avis que moi, mais je pense qu'elles vont avoir tendance à spin-off, pour celles, surtout si ça ne fonctionne pas. Ces deux entités, ça ne fonctionne pas, ces entités-là ne fonctionnent pas de la même façon. C'est comme si j'investis présentement dans des garages et je veux me mettre à racheter ici des, je sais pas moi, des magasins de vêtements. D'accord? C'est vrai qu'on parle d'énergie, mais je vois, c'est la structure ici, le modèle économique est un peu différent. Légèrement, on va le dire comme ça. Bref, ce n'est que mon avis. Mais c'est un pari ici à long terme. Mais comme je dis, ces entreprises-là, à long terme, elles auront tendance à spin-off ces éléments-là. En tout cas, une petite partie. D'accord? Donc, histoire de continuer à se concentrer sur le pétrole et le gaz. Donc, on continue. De même, les raffineurs tels que CVR Énergie, PBF Énergie sont en train de convertir des actifs sous-utilisés en installation de diesel renouvelables. Quand on parle d'actifs ici, des usines ici de raffinage ici, d'accord? Donc des raffineries ici non utilisées ou bien sous-utilisées ici, parce que c'est important ici d'utiliser les actifs à plein régime, parce qu'on ne redémarre pas une raffinerie aussi facilement. Ça coûte de l'argent, parfois même ça coûte plus cher de la redémarrer, d'accord? Donc il faut faire attention. Parfois, vaut mieux qu'elle reste en fonction plutôt que de réduire les activités au complet, d'accord? Donc ici, si on décide ici de transformer ces actifs-là pour pouvoir produire ici du diesel renouvelable, tant mieux. Mais maintenant, le diesel renouvelable en question, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matière première? Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. Parce que s'il faut utiliser ici, je ne sais pas moi, du blé, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc des éléments organiques pour pouvoir produire ce diesel-là, moi ça me dérange un tout petit peu, surtout si c'est lié au secteur de l'agriculture. Parce que ça pourrait créer des pénuries, ça pourrait augmenter artificiellement le prix de certaines denrées. C'est bien pour les producteurs, mais en tant que consommateur ici, je ne pense pas que vous allez aimer cela. D'accord? Donc, c'est également quelque chose à prendre en considération. C'est bien de regarder les choses comme ça, mais dites-vous toujours ici que c'est toute une chaîne de valeur. OK? Donc, cela devrait stimuler les niveaux de production et soutenir les opérations pétrolières traditionnelles. Dans le même ordre d'idée, Marathon Petroleum alloue des fonds pour faire avancer le développement de l'usine de carburant renouvelable de Martinez. Donc, tout le monde ici, à peu près la majeure partie des grands acteurs de ce secteur d'activité, investissent dans les énergies alternatives. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir tendance à réussir? Je n'en sais rien. En tout cas, je vous ai donné mon avis par rapport à tous ces éléments-là. On reviendra ici dans 3 mois pour voir à peu près ce qu'il en est, quel est l'état des lieux du secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Comme je dis toujours ici, restez curieux, allez vous-même rechercher ces informations, les approfondir ici. Et c'est toujours intéressant d'avoir une idée de développement dans un secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Donc, si j'investis sur le secteur pétrolier ici aujourd'hui, je sais déjà qu'on est des price takers. Donc, le prix actuel est moins élevé que ce qu'on a eu précédemment ici. Donc, il est normal que j'ai des bénéfices nets moins élevés pour les années à venir. Ce n'est pas un problème par rapport à ça. Je dois également avoir peur, des prévisions futures ici, parce que ces prévisions auront tendance à ne pas être justes, d'accord? Parce que vous ne savez pas quel est le prix du pétrole ou bien du gaz qu'on a pris comme implication pour les revenus, d'accord? Faites attention. C'est pour ça qu'il faut normaliser les résultats. Et en normalisant ces résultats-là, n'oubliez pas que ces entités-là ont tendance à faire des acquisitions. Voilà. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-vous que ce genre d'éléments, ça prend beaucoup de temps. OK? Et vous les avez gratuitement sur YouTube ainsi que sur la Top Newsletter. Je ne partage pas toutes les analyses sectorielles sur YouTube, d'accord? Donc, généralement, ici, c'est une fois en passant comme ça. D'accord? Donc, si vous les voulez toutes ici, vous devez passer par la Top Newsletter et on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.